Bien, mesdames et messieurs, médias, chers amis du Conseil de la concurrence, chers invités, chers intervenants, c'est l'occasion, parmi celles qui nous tiennent vraiment à cœur, cette rencontre annuelle avec la presse, qui nous permet en fait de faire un premier point sur l'année qui vient de se terminer, 2025, donner quelques statistiques et montrer dans quel sens le Conseil de la concurrence oriente ses travaux. Également, la méthode de travail que nous essayons d'affiner en posant au fur et à mesure les briques d'une doctrine de la concurrence qu'elle doit être dans notre pays et le CONPECHO aussi, organe d'intermédiation vis-à-vis du grand public pour faire parvenir évidemment l'information aux citoyens marocains, mais également d'avoir la bonne grille de lecture, en tout cas à travers les différentes interventions qui vous permettent de mieux comprendre, pour mieux relayer les décisions du Conseil ainsi que ses choix. Donc, comme ça vient d'être dit, nous allons illustrer tout à l'heure par des cas concrets comment le Conseil a abordé certaines thématiques. L'objet n'est pas les cas en tant que tel, même s'ils sont importants, mais aussi la méthode de travail que le Conseil utilise pour aborder les sujets notamment conflictuels. Je rappelle qu'il n'y a pas que les sujets de conflit, c'est-à-dire des démarches contentieuses qui sont posées au Conseil et qui permettent au Conseil d'intervenir sur ces concepts. Nous avons également un instrument qui est dans la loi, qui est le fait que le Conseil de la concurrence donne des avis sur des sujets, soit soumis par des organes officiels, on a des avis demandés par le Parlement, les avis peuvent émaner des structures qui organisent le secteur productif privé, mais nous pouvons aussi nous autosaisir d'un certain nombre de sujets, et c'est l'occasion aussi de rappeler pourquoi certains sujets sont choisis plutôt que d'autres. Donc déjà, la montée en charge du travail du Conseil, depuis qu'il a été créé, et depuis surtout que la loi a donné plus de prérogatives en décisionnel au Conseil, qui a commencé réellement à partir de l'année 2019 à produire ses effets. Nous avons l'année 2025 qui est une année charnière, très importante, par la montée en régime du travail du Conseil sur les opérations courantes, les opérations de concentration économique, qui sont des opérations, je le rappelle, soit de fusion-acquisition, soit de vente d'entreprises, soit de création de joint venture entre deux acteurs différents qui sont par la loi obligatoirement soumis au Conseil. Nous avons fini l'année avec un chiffre assez impressionnant de 190 dossiers en progression par rapport à l'année passée. Alors je rappelle qu'on avait déjà atteint dans le passé le chiffre de 200 opérations, mais c'était dans un cadre où la loi et les décrets d'application de la loi fixaient des seuils de déclaration qui étaient relativement bas. Ces seuils ont été modifiés. On attendait d'ailleurs une baisse, évidemment, parce que les seuils changent à la hausse, une réduction du nombre de dossiers. Enfin, ça n'a pas été le cas, puisque le nombre a été quasiment maintenu, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a une activité économique forte et qu'il y a donc un vrai dynamisme dans l'économie marocaine, 190 dossiers de concentration, qui ne concernent pas que le marché marocain, puisque, comme vous le savez certainement, les opérations de concentration à l'étranger, touchant des acteurs qui ont des activités ou des implantations au Maroc, sont aussi soumises au Conseil de la concurrence, mais dans tous les cas, ça donne quand même un signe sur une dynamisme de l'activité de l'économie marocaine qui est assez impressionnante. Évidemment, dans le rapport d'activité qui sortira bientôt, vous aurez beaucoup plus de détails sur les secteurs concernés, sur la façon dont ces opérations ont été passées. Alors, la plupart de ces opérations donnent lieu à des avis, des décisions positives du Conseil. Dans quelques cas particuliers, il y a des restrictions imposées par le Conseil à certaines opérations. Certaines ont déjà été présentées, mais on trouvera le détail aussi dans les rapports d'activité qui sortiront, en particulier dans certains secteurs assez concentrés, comme les assurances, où
des restrictions ou des contraintes ont été posées pour que certaines opérations soient acceptées par le Conseil. Ce que je peux dire aussi sur les concentrations, c'est que la question étant souvent posée, est-ce que ça touche aussi bien les entreprises publiques que privées? La réponse est oui, et non seulement c'est un oui en théorie, mais c'est un oui en pratique, puisqu'on pourra donner le chiffre après des opérations inscrites sur la demande d'entreprises publiques, et même sur la demande de l'État en tant qu'État actionnaire. Donc on est vraiment dans la neutralité concurrentielle, où indépendamment du capital, qu'il soit public ou privé, marocain ou étranger, les opérations de concentration sont traitées à l'identique. Donc ça, c'est quelques résumés pour les opérations de concentration. Donc une montée en charge. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on est très vigilant sur le délai de réponse. Je pense que globalement, les opérations ont leur réponse dans un délai relativement de quelques semaines. Nous avons introduit, c'est une nouveauté dans les services publics au Maroc, la notion de circuit rapide, fast track, qui a permis aux opérateurs d'utiliser, quand justement les exigences économiques font que le délai de réponse est un élément important pour la prise de décision ou pour l'aboutissement de l'opération, le Conseil permet ce type d'approche et a effectivement mis en place ce qu'il faut pour pouvoir répondre dans les délais les plus courts. Aujourd'hui, à peu près 50% des dossiers qui nous parviennent demandent justement une réponse rapide et le Conseil a, de façon globale, répondu à cette exigence qu'il s'est posée à lui-même. Je rappelle que dans le changement de la loi, en créant cette notion de circuit rapide, de fast track, c'était une première dans l'ensemble des autorisations qui sont données par l'administration ou par les institutions qui ont un pouvoir de décision administrative. Et donc le Conseil a créé une innovation qui pourra peut-être être utilisée par d'autres institutions qui ont aussi entre les mains des circuits décisionnels aboutissant à des autorisations d'opérer. Donc pour les concentrations, ça c'est quelques résumés. Pour maintenant les avis, comme je disais tout à l'heure, on a un choix. Nous faisons nous-mêmes des choix sur certains secteurs. Alors je rappelle, parce que c'est notre doctrine depuis un certain temps, nous ouvrons souvent des sujets qui ont un impact sur l'économie et sur le citoyen. Donc on a, pour le choix des sujets, le choix des thématiques, en dehors des urgences qui peuvent nous être amenées par des organismes extérieurs, le choix du Conseil, quand il est spontané, se porte sur deux critères fondamentaux. Le premier, c'est les secteurs d'activité économique qui ont un impact fort sur le pouvoir d'achat des citoyens. Ça, nous avons évidemment des préoccupations sur les secteurs qui induisent une consommation forte des ressources des ménages. Alors, ça peut toucher la santé, l'éducation, l'alimentaire, etc., l'habitation. Tous ces sujets, nous les traitons et nous continuerons à les traiter. C'est un critère de choix. Le deuxième, même si nous n'avons pas d'impact fort, il y a des sujets qui intéressent tout le monde. Un exemple que nous sommes en train de finaliser, qui sortira très bientôt, c'est par exemple les cafés. Les cafés en tant que commerce, où les gens s'assoient pour prendre une tasse de café. Ça a donné quelques lieux à quelques polémiques. Alors, ça ne obère pas de façon fondamentale le pouvoir d'achat des ménages, mais enfin, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, qui a fait l'objet, à travers vos organes de presse, de débats sur les prix, etc. Donc, nous donnons un avis là-dessus, et d'ailleurs, je tiens à le souligner, on a tardé à sortir cet avis qui devait sortir en 2025 pour une raison simple, c'est qu'on a estimé que pour mieux appréhender le sujet des commerces de café, il faut voir ce qui se passe dans leur chaîne amont en termes d'approvisionnement, notamment le café, cette fois-ci en tant que matière. Là, l'avis est prêt, il va sortir dans quelques semaines. Les boissons gazeuses, qui sont très consommées dans les cafés, ainsi que l'eau minérale. Donc, on va avoir non pas un avis, mais 4 avis, 3 sur l'amont et 1 sur les commerces. Donc, voilà une illustration d'un sujet qui, lui, n'a pas forcément un grand impact sur le pouvoir d'achat, mais qui intéresse l'ensemble des citoyens. Bon, il peut y avoir d'autres critères d'urgence, parce que certains sujets sont mis en évidence de façon forte, mais globalement, quand le Conseil choisit de lui-même certains sujets, ben c'est ce critère-là qu'il utilise.
Un élément important, c'est la montée en charge justement du Conseil en matière de nombre d'avis. On était sur une production de 2 ou 3 avis par an. On a fait le pari de stabiliser à 6 à peu près, c'est-à-dire un avis tous les 2 mois en moyenne, même s'ils ne sortent pas tous les 2 mois de façon calendaire. Et effectivement, on a 6 avis qui ont été produits en 2025 et nous continuons probablement pour 2026 à avoir ce chiffre ou même l'améliorer un peu. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons au moins 8 avis qui sont donc ouverts déjà et qui vont se finaliser assez bien. À ce sujet, d'ailleurs, à propos d'avis, vous trouverez depuis quelques heures dans le site du Conseil un avis sur 2 secteurs importants, le secteur du ciment, donc ça touche la construction, et le secteur du fer à béton, qui touche aussi le secteur du bâtiment et le secteur de l'habitat. C'est des intrants importants. Un avis suivra aussi sur les autres matériaux de construction, céramique, verre, aluminium, etc., le bois. Donc tous les intrants en matière d'habitat feront l'objet d'un avis du Conseil. 2 sont finalisés et sont déjà sur le site du Conseil. Stabilisation donc, sur le nombre, avec une augmentation de la cadence de production du Conseil, et vous pouvez constater sur les avis qu'ils sont en général très fouillés, très appréciés par ceux à qui ça s'adresse, parce que ça donne un vrai visage des secteurs d'activité concernés. Ça permet pour nous aussi de lancer les débats nationaux sur telle ou telle thématique. Alors je rappelle aussi que les avis du Conseil, on a fait le pari depuis le départ qu'en dehors d'analyse diagnostique sur les secteurs d'activité qui sont concernés, qu'il y ait une batterie de recommandations en double usage. Le premier usage est à destination des acteurs du marché eux-mêmes, c'est-à-dire les acteurs privés ou publics, en tout cas les producteurs qui opèrent dans ce secteur. Mais le deuxième volet de recommandation s'adresse aux législateurs et au gouvernement. Donc Parlement et gouvernement. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'un certain nombre d'améliorations des secteurs en matière de concurrentialité peuvent être liées à la réglementation ou à la législation qui entoure ces secteurs. Donc il est important, quand on constate une loi, un décret, une réglementation, une norme, bloque ou contrarie un petit peu la concurrence, que le Conseil donne des recommandations là-dessus. Donc il y a toujours un bloc destiné à faire améliorer l'environnement législatif et réglementaire autour des secteurs d'activité. C'est important. Et en fait, c'est tout naturel, parce qu'on peut dire pourquoi il y a ces anomalies, entre guillemets, dans les textes. C'est que tout simplement, la plupart des textes réglementant les secteurs productifs sont antérieurs à la législation sur la concurrence elle-même, donc peut-être qu'un certain nombre d'aspects n'étaient pas pris en compte. Je vous rappelle aussi que l'évolution de l'économie marocaine s'est opérée avec une intervention de moins en moins forte de l'État. Et donc certains secteurs étaient davantage verrouillés. Je vous rappelle que dans les années 60, tous les prix au Maroc étaient contrôlés. Aujourd'hui, on n'a plus que 18 qui sont toujours contrôlés, avec l'espoir pour nous, d'ailleurs, que l'État se retire même de ces marchés. Et c'est un des exemples où nous donnons des recommandations, c'est comment justement éviter que l'État ait à intervenir sur un secteur et de laisser les prix se faire par la simple loi du marché. Ce qui ne veut pas dire que l'État, pour nous, doit se retirer, mais il doit être plutôt un intervenant évidemment stratégique pour définir les politiques publiques, mais également d'arbitre à un moment donné, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a une crise, pour intervenir et peut-être supporter tel ou tel secteur pour éviter les conflits en cas de crise et autres. Donc nous sommes dans cette démarche. Donc ce bloc de recommandations vient rectifier des lois ou des textes qui ont été aidés avec un rôle de l'administration qui était beaucoup plus intervenant, beaucoup plus fort. Et donc nous essayons de déverrouiller, autant que faire se peut, évidemment la balle est dans le camp des législateurs, mais nous donnons notre avis là-dessus. Donc ça c'est ce qui concerne les avis, et vous pouvez constater que tous les avis produits jusqu'à présent par le Conseil de la concurrence sont dans cette logique. Bon, le dernier point que je voulais aborder, c'est le contentieux. On va voir tout à l'heure un cas de contentieux. En fait, on va présenter deux cas. Un où il y a un avis du Conseil et un où il y a un contentieux traité par le Conseil pour montrer aussi la méthode. Alors sur le contentieux, déjà, on a traité 2 sujets finis. Par contre, je peux vous dire que ça commence à venir. Aujourd'hui, c'est important, grâce à vous, la presse, le rôle du Conseil est mieux connu.
Donc les gens n'hésitent plus à venir taper à notre porte pour se plaindre, ce qui est une bonne chose, parce que si on veut régler les problèmes de concurrence, ben, il faut que ceux qui subissent l'aspect négatif du non-respect de la concurrence viennent porter plainte. Moi, je le dis souvent à des entreprises qui viennent aussi gagner juste de façon informelle qu'il y a tel ou tel problème, pour dire, écoutez, quand vous avez un souci de voisinage ou un souci commercial ou un litige, vous n'allez pas voir le juge pour lui dire il y a peut-être un problème. Vous présentez un dossier et vous argumentez, faites-le pour la concurrence aussi. Ça vient. Aujourd'hui, on a traité 2 sujets finis, mais on a dans le pipe 16 dossiers contentieux ouverts. Donc c'est vraiment une nouveauté, une première. Donc ça montre la montée en charge de la prise de conscience par le marché qu'il y a un arbitre, le marché auquel ils peuvent s'adresser. Nous espérons cette année qu'il y ait évidemment un peu plus de finalisation des dossiers, non seulement nous espérons, parce que en termes de procédure, la procédure contentieuse est ouverte jusqu'à ce qu'on ait les preuves qu'il faut, qu'elle soit soumise à l'appréciation contradictoire des parties concernées. Donc il y a tout un formalisme qui prend du temps, mais je pense que cette année, beaucoup de ces dossiers finiront et donc on aura plus de doctrine en matière de contentieux et des messages à passer. Nous en profitons d'ailleurs pour que ces contentieux n'aboutissent pas qu'au règlement d'un litige, mais chaque fois qu'on peut en tirer une leçon qui peut servir de base et de réflexion, nous les traduisons par des orientations générales que nous traduisons dans les lettres d'orientation que nous pouvons publier et qui peuvent donner des significations ou des interprétations de la loi sur un certain nombre de secteurs. J'en prends un à titre d'exemple. On est en train de traiter un cas où des grossistes, donc des importateurs ou des fabricants de produits, sont aussi détaillants et sont donc concurrents de leurs propres clients. Donc nous allons légiférer en la matière pour donner nous-mêmes l'interprétation, comment les choses doivent être traitées lorsque les opérateurs sont en même temps grossistes et détaillants et concurrencent par conséquent les réseaux qu'ils alimentent eux-mêmes, donc un certain nombre de règles qui peuvent être définies. Alors on va les définir dans un secteur en particulier, mais on en fera une règle générale pour tous les secteurs d'activité qui fonctionnent de cette façon. Un dernier mot sur le contentieux, sur la méthode du Conseil. Le Conseil a pris le pari que même quand il y a des litiges, de par l'histoire du Maroc, de par d'où on vient, le point de départ, parfois des situations de non-respect total de la loi peuvent être induits par des comportements qui étaient considérés comme acceptables. Donc nous prenons la démarche de régler les problèmes. Alors, Dieu merci, la loi marocaine donne des instruments qui vont, depuis la sanction la plus forte, mais qui vont aussi dans l'autre sens, jusqu'à la résolution du problème sans sanction pour les gens de bonne volonté qui peuvent d'emblée essayer de régler le problème. C'est cette méthode qu'on a utilisée, par exemple, pour démanteler les monopoles du paiement par carte. Il y avait un opérateur dominant à 96% de part de marché. Aujourd'hui, nous avons 12 opérateurs concurrentiels et cet opérateur dominant n'est plus un opérateur de marché. Donc on a réparti le marché sur une douzaine d'intervenants. Donc ça va créer de la concurrence. Alors on a préféré la démarche amiable parce que dès qu'on a signalé qu'il y avait un problème, la partie en face disait tout simplement que c'est le résultat de l'histoire. C'est l'histoire du Maroc